Ça va le micro? Alors, je vous remercie. Je remercie le comité de me donner l'occasion de vous présenter mes travaux et qui ne se situent pas particulièrement dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, mais qui peuvent avoir des retombées, notamment sur l'aspect plus de l'évaluation formative en triade. Peut-être y aura-t-il aussi des réflexions qui surgiront pour l'évaluation certificative. Alors, ma présentation se composera en 5 parties. La première, je vais situer une problématique autour de l'évaluation des stages pour situer un peu mes propos ou mes travaux. Et puis, je vais vous présenter brièvement les cas de recherche que je mobilise pour approcher, comprendre l'apprentissage des stagiaires, notamment des stagiaires finissants. Donc, ce sont les travaux, la théorie de la vie professionnelle de Schoen dont on a entendu parler ce matin, et aussi une perspective interactionniste stratégique là, qui vient compléter ou qui s'inscrit dans les mêmes postulats. En troisième partie, rapidement, je vais proposer un objectif de cette présentation qui porte sur l'apprentissage des stagiaires, mais surtout, comme le titre de la présentation l'indique, leurs critères personnels de viabilité. Donc, va nous permettre de comprendre pourquoi, après avoir mobilisé une intervention, une manière de faire, et avoir résolu un problème, ils ne concluent pas nécessairement conserver cette manière de faire par la suite. Dans une quatrième partie, donc, on entrera plus spécifiquement dans ces critères de viabilité et par des exemples tirés de leurs propos, tirés de leur expérience. Et finalement, une conclusion, une synthèse et peut-être, si le temps nous le permet, une discussion. Alors, une problématique qui tourne autour de l'évaluation, probablement que ça ne sera rien de nouveau pour vous, mais disons qu'autour de l'évaluation certificative et les tensions qu'elle soulève pour différents acteurs, notamment les formateurs terrain. Alors, j'espère me tenir à cette expression, mais pour nous, le formateur terrain équivaut à l'enseignant associé, donc ça se peut que je glisse ici et là enseignant associé, comprenez formateur terrain. Et donc des tensions qu'ils vivent entre leur rôle d'accompagnateur et aussi leur rôle d'évaluateur. Des tensions aussi entre formateurs, donc autour de l'évaluation certificative, entre superviseurs universitaires et formateurs terrain, entre différents établissements. Chez nous, il y a des superviseurs qui interviennent dans différentes universités, dont le référentiel de compétences est le même, mais parfois les évaluations, les grilles d'évaluation, les principes d'évaluation ne sont pas les mêmes. Et tension aussi chez le stagiaire, donc les travaux de Portalance et Caron soulignaient qu'ils sont appelés à adopter différentes logiques. La logique de formation, donc une visée compréhensive ou une visée de développement, et la logique d'action qui est plus une visée de réussite du projet, donc réussite du stage. Donc on voit bien que l'évaluation générale, mais l'évaluation certificative suscite plusieurs tensions chez les différents acteurs impliqués, mais aussi on peut voir une contradiction possible là, autour de l'évaluation de compétences. Il peut y avoir un glissement possible vers un retour à la rationalité technique quand on utilise une grille d'évaluation un peu en termes de checklist, puis on veut voir manifester des comportements précis, peu importe le contexte, peu importe les caractéristiques du contexte. Et Chauvet, Correa, Molina, Gervais, vous le mentionnez aussi à l'égard de la compétence réflexive, donc qui est inscrite comme compétence dans notre référentiel, qui devient un peu une injonction à la réflexion, mais qui, les étudiants ne mobilisent pas nécessairement de façon authentique, mais pour répondre à la commande. Donc, on voit ici une diversité d'enjeux relatifs à l'évaluation. Et là où mes travaux s'inscrivent, ou du moins ma présentation, je dirais c'est du côté de l'évaluation de la capacité d'agir en situation de travail, donc pas tant de répondre à la checklist des manifestations de compétences, mais comment évaluer la capacité d'agir en situation, de s'adapter aux situations en tenant compte des logiques des stagiaires. Donc mes travaux portent sur l'apprentissage
Et pour ce faire, donc, pour répondre à cette question, je convoque deux cadres théoriques que je vous ai annoncés. Donc, pour comprendre la capacité d'agir en situation, la théorie d'agir professionnel de Schoen nous sera utile. Et pour comprendre les logiques des stagiaires, je convoquerai en complément la perspective interactionniste stratégique. Donc, quelques mots pour rappeler les postulats ou les caractéristiques essentielles de la théorie de l'agir professionnel. Je n'ai pas parti mon petit chrono. Alors, comme il a été souligné ce matin, Schoen, en tout cas, contraste cette théorie avec la rationalité technique, et donc lui s'intéresse donc dans l'agir professionnel aux situations aux pratiques qui sont caractérisées par des phénomènes complexes, incertains, stables, singuliers, traversés par des dilemmes. Et donc, moins aux situations où les praticiens mobilisent de façon un peu automatisée des manières de faire. Et donc, pour lui, pour répondre, pour s'adapter à ces phénomènes complexes, il met en lumière donc, tout le travail de pratiques réflexives des praticiens qui consiste à ajuster constamment des solutions ajustées aux caractéristiques de la situation, mais qu'il ne s'agit pas de simplement résoudre la situation, donc d'intervenir de façon adéquate, mais de construire la situation de telle sorte qu'il soit possible d'intervenir et donc qu'il imbrique ces deux processus, ces deux temps de la pratique réflexive ils sont étroitement reliés. Et donc, il s'agit bien, comme il a été mentionné, d'un bricolage de manière de faire pour avoir une intervention la plus ajustée possible. Donc, cette théorie de l'agir professionnel nous permet, par le processus de problémation et de résolution, de comprendre ce qui est mobilisé dans l'action par les expérimentés, mais Schoen nous en dit un peu moins sur comment la situation résiste et quels effets ça produit sur la transformation du répertoire. Il nous dit aussi que pour des novices, ce qu'il favorise, c'est le mentorat, mais on peut aussi se questionner sur les limites du mentorat et se demander est-ce qu'il suffit d'observer ou d'entendre l'expérimenter pour s'approprier soi-même ce processus de problémation, résolution de problèmes. Donc, pour répondre à cette question, puisque je m'intéresse aux stagiaires, je m'intéresse donc à la transformation de leur répertoire, aux apprentissages qu'ils font en stage, et c'est donc au répertoire des novices que je vais m'intéresser, et aux transformations qu'ils opèrent au fur et à mesure qu'ils rencontrent des situations problématiques. Dans ce cas-ci, transformer, c'est aussi comprendre que en faisant ou en intervenant, la situation résiste et ça re-questionne nos compréhensions et ce qu'on mobilise pour comprendre, pour définir la situation problématique et y intervenir. Donc, pour aller plus avant dans la compréhension de la transformation du répertoire des novices, je convoque une perspective interactionniste, stratégique, mais aussi qui a des postulats constructivistes. Donc, qui s'intéresse au phénomène global de l'insertion sociale et du maintien, de l'amélioration, de la restauration et de l'amélioration du sentiment de s'adapter. Donc, quand on voit que les transformations au répertoire sont apportées pour être mieux adaptées à la situation, donc cette théorie nous apporte quelques éclairages. Elle pose comme postulat les effets des interactions sociales, donc qui en sont peu question dans le modèle de Schoen, mais comment les interactions sociales influencent toute personne, donc les expérimentés ou les novices, sur la représentation et la construction du sens de ces interventions et des situations. Et donc, dans ce cas-là, ce sont bien les effets des interactions qui nous intéressent ici sur le sens et les compréhensions que vont développer les stagiaires. Si on s'intéresse aux interactions sociales, c'est aussi reconnaître que toute interaction est le lieu ou l'espace de convergence et de divergence de points de vue. Donc, il n'y a pas nécessairement accord
il y a toujours en partie accord et en partie désaccord entre différents interlocuteurs et des projets toujours à la fois compatibles et incompatibles. Donc, c'est reconnaître que les divergences de point de vue, les divergences de construction du monde font partie des interactions. Donc, ce cadre nous invite donc à s'intéresser aux multiples effets des interactions sur les manières de faire et de penser des stagiaires pour documenter les transformations qu'ils apportent à leur répertoire. C'est donc dire que je ne m'intéresse pas à qualifier la nature de ces apprentissages, c'est-à-dire par rapport à une norme existante, à un référentiel de compétences. J'essaie plutôt de comprendre leur raison d'agir et leur intérêt à changer ou pas leur manière de faire. Donc, l'objectif de la présentation, et ce que je vous propose de regarder un peu plus avant, c'est comprendre pourquoi les stagiaires n'envisagent pas nécessairement conserver une manière de faire, un type d'intervention mobilisée pour résoudre une situation problématique, malgré la relative résolution de celle-ci. Et c'est donc une question que je me suis posée au cours de la recherche, parce que même si la situation problématique était résolue, ils n'affirmaient pas qu'ils allaient continuer à mobiliser l'intervention qu'ils venaient de mobiliser avec des résultats satisfaisants. C'est donc pour cette raison que j'ai développé ou identifié ou mieux documenté un troisième processus imbriqué dans le processus réflexif dont Sean a parlé, qu'il a évoqué, c'est-à-dire le processus ou le moment d'appréciation des effets obtenus, qu'ils soient anticipés ou réellement produits. Donc, Sean l'évoque en termes de est-ce qu'on obtient des résultats surprenants ou pas surprenants, est-ce qu'on obtient des résultats désirables, pas désirables ou neutres. Et donc, pour aller un peu plus loin dans cette direction, j'ai repris donc la notion d'effet et à la fois des effets positifs et des effets négatifs que les interactions produisent et pour un ensemble d'acteurs. Donc, un effet positif, ce qu'on peut appeler aussi un bénéfice, c'est un effet désiré, donc un effet désirable, dirait Sean, mais c'est aussi un effet négatif évité, ce qui est aussi un bénéfice. Un effet négatif, c'est un effet indésirable ou non désirable, mais c'est aussi un coût qu'on n'a pas obtenu parce qu'on s'est privé d'un autre type d'intervention et des effets positifs qu'elle pouvait produire. Donc, c'est donc à tout un ensemble d'effets que les stagiaires réfèrent quand ils viennent pour apprécier une intervention. Et à partir de leurs propos, j'ai compris qu'ils s'appuyaient sur 3 types de critères pour évaluer, donc apprécier les effets de leur intervention et décider ou hésiter s'ils conservaient ou non une intervention qu'ils font. Donc, ces 3 critères, et vous allez reconnaître certains échos. Donc, le premier, c'est le critère d'efficacité. Donc, ils ont évoqué le fait que, oui, cette intervention, ça a marché. J'ai obtenu les effets désirés ou j'ai évité les effets que je ne souhaitais pas obtenir. Et donc, elle m'a permis de résoudre le problème initial. Et donc, c'est un critère quand même très important et peut-être, comme formateur, le critère principal qu'on considère pour recommander ou pour ne pas recommander une intervention. Toutefois, bien qu'essentiel, ce critère n'est pas suffisant pour amener les stagiaires à maintenir une intervention. Le deuxième critère, c'est le critère de confort. Donc, quand ils disent « oui, ça a marché, mais je ne suis pas à l'aise de faire ce type d'intervention, je ne suis pas à l'aise d'utiliser ce type de stratégie. » Et donc, non seulement je ne suis pas à l'aise, mais j'ai moins de plaisir à venir, je suis moins motivée, je trouve moins le sens de ce que c'est enseigné pour moi si je fonctionne comme ça. Donc, on peut voir un peu des liens peut-être avec l'identité professionnelle, telle que se définissent les stagiaires comme enseignants. Et donc, la notion de plaisir, de bien-être est aussi reliée à ce critère. Le troisième critère est le critère de certitude. Donc, on va voir un exemple. Bien que ça a marché,
bien que je suis à l'aise à mobiliser cette intervention, si je doute, si je ne suis pas certain de son bien fondé, non seulement pour les tiers, mais aussi pour moi-même, c'est pas certain que je vais conserver cette intervention dans mon répertoire si je reprends les propos des stagiaires. Nous allons donc voir 3 exemples qui illustrent chacun de ces critères et mieux comprendre le point de vue des stagiaires qui rencontrent des situations problématiques et qui hésitent ou concluent. Dans les 3 exemples, ils vont hésiter à conserver les interventions qu'ils ont utilisées. Donc, le premier exemple illustre le critère d'efficacité. On se trouve donc avec un stagiaire, ce sont tous des stagiaires du secondaire, des stagiaires du secondaire qui enseignent la géographie en 3e secondaire, donc ce sont des étudiants de 14-15 ans. Et donc, aux prises avec certaines difficultés à mener ces interventions verbales, cette stagiaire nous dit, bon, cette fois, quand les élèves ont dérangé mon cours, quand ont dérangé mes explications, j'ai interrompu mes explications et je leur ai demandé de lire eux-mêmes la matière, d'ouvrir leur manuel et de continuer eux-mêmes en lisant la matière. Excellent, les élèves ont cessé de déranger, donc ça a marché. En plus, la stagiaire nous dit, les élèves se sont mis au travail, j'ai évité de démotiver les élèves en les réprimandant, j'ai évité le conflit ouvert que j'obtenais et en les réprimandant aussi, et j'ai évité que d'autres élèves se joignent aux élèves perturbateurs en les mettant au travail. J'ai évité ainsi la perte de temps et j'ai aussi évité de me sentir vidée à la fin de la journée parce que j'avais fait plein d'interventions autoritaires. Mais ça a entraîné aussi des effets négatifs. Alors, je me suis retrouvée à devoir répéter 25 fois la même chose, que les élèves me posent tous les mêmes questions et que je n'ai pas perdu du temps, mais je n'ai pas gagné non plus du temps en fonctionnant ici. Et finalement, j'ai doublé ma charge de travail en devant intervenir individuellement de ces élèves. Et elle considère avoir puni des élèves qui ne le méritaient pas. Donc, sa conclusion, c'est qu'elle n'a pas corrigé la situation. Au fait, elle a corrigé son problème initial, mais son intervention a produit d'autres problèmes. Et donc, elle en vient à la conclusion qu'elle souhaite revenir à l'exposé magistral, et donc, pour elle, il a eu un peu plus de valeur, il a acquis un peu plus de valeur. Et elle tolère de subir un peu plus les effets négatifs qui viennent avec ce type d'intervention. Donc, les coûts et bénéfices concernent non seulement son propre, ce qu'elle souhaite obtenir, mais aussi les élèves perturbateurs, les autres élèves de la classe, la stagiaire elle-même et de nombreux objectifs qu'elle souhaite mener par ce type d'intervention, c'est-à-dire donner ses explications, gérer les comportements perturbateurs, maintenir la motivation des élèves, garder une bonne relation, doser son énergie et affiner un certain esprit de justice dans sa classe. Donc, vous voyez comment son intervention, bien qu'elle ait résolu le problème initial des comportements dérangeants, en a produit d'autres et le fait de mettre les élèves au travail n'est pas nécessairement une stratégie qu'elle va conserver dans ses manières de faire. Le deuxième exemple, maintenant, pour illustrer le critère de confort. Alors, c'est un stagiaire en histoire, ce qu'on appelle l'univers social, et il est en 4e secondaire. Alors, lui, au départ de son stage, ce qu'il souhaitait, c'est de mettre en place des stratégies d'enseignement, des stratégies d'apprentissage plus actives, et de mettre donc les élèves sur des projets et qu'ils fonctionnent de façon autonome. Mais il sait, pour l'avoir essayé dans son stage précédent, que ces manières de faire entraînent une certaine résistance de la part des élèves. Et pour ce faire, donc, il a voulu prévenir ces résistances, il a fait des recherches pour proposer des activités stimulantes et des activités qui plairaient aux élèves, qui les invitaient à s'engager. Et donc, il leur a proposé des activités stimulantes et il a constaté que les élèves se sont mis au travail sans trop rouspéter, qu'ils ont acquis une bonne méthode de travail après 3 semaines de ce mode de fonctionnement
et que le stagiaire, que lui-même n'a pas besoin de tout leur dire, que les élèves cherchent par eux-mêmes et donc qu'ils démontrent une bonne autonomie. Mais, donc, il constate aussi qu'il se prive des exposés magistraux qu'il utilisait antérieurement et que pendant ces exposés, les élèves étaient particulièrement intéressés. Qui lui-même avait beaucoup de plaisir à se donner, il dit, se donner en spectacle et donc de donner libre cours à son goût du théâtre et les temps d'histoire. Et donc, ça lui rapportait aussi une bonne réputation et que les élèves parlaient de lui dans ses cours, ce qu'ils ne constatent pas en fonctionnant par projet. Et donc, sa conclusion, c'est qu'il n'est pas complètement à l'aise avec les exposés magistraux, que cette façon de faire lui demande plus d'efforts, notamment de planification, et lui apporte au final moins de plaisir. Il ajuste donc cette manière de faire, il ne rejette pas complètement les exposés magistraux, mais il va lui trouver une place, c'est-à-dire lors des mises en situation pour présenter les projets, et donc il va donner un nouveau rôle aux exposés à son goût du théâtre. Donc, on a vu comment le critère de confort ou de plaisir affectait aussi le devenir des interventions mobilisées par le stagiaire. Troisième critère, le critère de certitude. Donc, chez le même stagiaire, il va faire une intervention de type confrontation. Et il nous dit, bon, on nous dit qu'il faut éviter la confrontation avec les élèves, mais je l'ai utilisé. Et je sais que je peux l'utiliser parce que je l'ai fait et je peux obtenir les effets désirés, c'est-à-dire mettre fin aux frasques de certains élèves là, qui participaient un peu à outrance, qui posaient plein de questions et qui faisaient un peu dévier le but de l'activité et éviter les effets négatifs, c'est-à-dire une escalade avec ces élèves. Donc ça a marché. Ça m'a permis de m'exprimer et de rester authentique face à ces comportements qu'il juge inacceptables, de relâcher la pression interne qu'il ressentait, de faire cesser les comportements dérangeants, de mettre les élèves au travail. Il a évité de perdre l'appui des élèves favorables à son intervention et d'envenimer sa relation avec les élèves. Mais le stagiaire doute qu'il a bien fait. Non pas qu'il est inconfortable, il nous dit que pour lui, il est très à l'aise de mobiliser ce type d'intervention, mais c'est que son enseignant associé désapprouve l'usage de la confrontation. Il désapprouve cette manière de faire. Donc pour lui, ça a marché, ça a été efficace, il est confortable, donc son critère de confort est rencontré, mais il doute de la légitimité de cette manière de faire, ou il n'a pas trouvé encore la manière de l'expliquer ou de la faire reconnaître auprès de ceux qui la remettent en question. Donc, au terme du stage, on ne sait pas ce qui va devenir de cette manière de faire auprès du stagiaire, mais on voit que le critère de certitude affecte aussi, donc tant qu'il n'arrive pas à justifier cette manière de faire, il va hésiter à l'utiliser. Quel éclairage ces trois critères nous permettent d'avoir de comprendre aussi comment ils apprennent et ce qu'ils font des nouvelles manières de faire et de comprendre, il faut dire, que ces stagiaires ont mobilisé dans le stage. Et bien, ils nous permettent de comprendre pourquoi ils le font. Ils nous permettent de comprendre leur raison d'agir, non seulement à travers leur manière de poser la situation problématique et de mobiliser une intervention cohérente avec la situation problématique qu'ils rencontrent, mais aussi à travers l'appréciation des effets que leur intervention produit auprès des élèves, auprès d'eux et aussi auprès d'autres acteurs, qu'ils soient présents ou non dans l'interaction concernée. Donc, dans les exemples, ce sont des manières de faire que les stagiaires ont choisi eux-mêmes spontanément. Qu'en est-il maintenant des manières de faire suggérées, ou que faut-il de manières de faire suggérées par le formateur terrain ou le superviseur universitaire? Alors, pour entrer dans... Il est vrai que
on conçoit habituellement le rôle d'accompagnateur du formateur terrain comme étant ce rôle de partage, de conseil, de comment intervenir dans telle situation, et donc qui renvoie à ce temps de résolution de problèmes. Mais on approfondit peu dans quelle mesure ce partage, ce conseil fait l'objet de négociations entre le stagiaire et le formateur terrain. Est-ce que le stagiaire applique tout bonnement ce qu'on lui partage? Est-ce qu'il résiste? Est-ce qu'il remet en question? Donc, quand on pense qu'en donnant conseil au stagiaire, il va l'appliquer sans réagir, on postule qu'il vit dans le même monde que le formateur de terrain, qu'il définit la situation de la même façon, qu'il a acquis les mêmes expériences et qu'ils accordent aux interventions les mêmes effets parce qu'on se fie aux expériences passées pour apprécier les effets obtenus. Et donc, on ne regarde pas non plus est-ce qu'il y a accord ou négociation sur la manière de poser le problème entre le formateur terrain et le stagiaire et la manière d'apprécier les effets de l'intervention. Donc, je vais aborder maintenant un quatrième exemple qui nous permettra de voir comment les interactions traversent le processus de conversation réflexive, de pratique réflexive, et de quelle manière il y a peut-être des négociations entre les formateurs, donc formateurs terrain et superviseurs, et le stagiaire. Donc ici, nous avons une stagiaire de 3e année en mathématiques et qui enseigne à 3 groupes, donc un groupe très difficile. Et donc au cours de son stage, elle n'arrive pas à résoudre ou atténuer les comportements dérangeants et en vient à cadrer la situation problématique comme le fait qu'elle est trop patiente avant d'intervenir. Et donc, ce qu'elle va mettre en place, en lien avec ce cadrage de la situation, c'est qu'elle va tenter d'appliquer de façon plus graduelle des conséquences, en commençant par des conséquences plus légères. Et donc, si elles sont plus légères, elle va moins tarder à les appliquer, elle va moins hésiter avant de les appliquer. Et donc, sa formatrice terrain, son enseignante associée, approuve cette manière de faire, mais lui suggère aussi d'appliquer ces conséquences de façon ajustée, c'est-à-dire en fonction des élèves qui dérangent, et non pas tout le groupe, parce que ce que faisait la stagiaire avant de faire l'application graduelle de conséquences, c'est qu'elle gardait tout le groupe à la pause. Et donc, s'il y avait trop de perte de temps, elle gardait tout le groupe, peu importe qui dérangeait. Donc là, l'enseignante associée lui dit, garde plutôt les élèves qui ont dérangé que tout le groupe. On voit ici, donc, qu'il y a la stagiaire envisage des choses, mais il y a quand même négociation tacite de la part de l'enseignante associée pour ajuster un peu différemment ce qu'elle avait envisagé. Quelques jours plus, ce que fait la stagiaire d'ailleurs, et quelques jours plus tard, il y a la visite de superviseur. Et des comportements dérangeants sont encore observés pendant la période. Et lors de la rencontre de triade, le superviseur lui dit qu'elle est trop sévère. Et donc, c'est parce qu'elle est trop sévère qu'il y a des comportements dérangeants. Et la formatrice terrain maintient qu'elle n'est pas assez sévère. Et donc, s'il y a encore des comportements dérangeants, c'est qu'elle n'arrive pas à les arrêter. Et la stagiaire, là, elle se trouve un peu entre les deux, à la divergence de point de vue de ses formateurs, et ne sait plus trop quoi penser, et elle en vient à considérer qu'elle n'a pas encore trouvé la manière d'être juste assez sévère. Et donc, on voit ici qu'au moment de poser la situation problème, il y a bien différentes façons de la poser. Et que si elle est trop sévère, il ne s'agit pas d'intervenir de façon plus graduelle, mais peut-être de moins intervenir. Donc, on voit comment la façon de poser le problème appelle différentes interventions. Et donc ici, comme il n'y a pas accord, ou il y a plutôt désaccord entre ces différents formateurs, la stagiaire se trouve un peu à trancher elle-même comment cadrer le problème. Donc, elle tranche dans le sens de son enseignante associée, qu'elle n'est toujours pas assez sévère, et elle intensifie les interventions autoritaires. Mais
Elle envisage aussi d'essayer d'établir une relation plus personnalisée avec les élèves, de leur poser des questions personnelles à l'accueil ou au départ, ou de faire une activité où est-ce qu'elle va présenter ses intérêts, de façon à permettre que les élèves la connaissent mieux comme personne. Et donc, on voit ici que sa formatrice terrain dit « Oui, poser des questions personnelles, c'est bien, mais cadre-les dans des exercices de mathématiques. » Donc, c'est au retour de la semaine de ski, je pense que vous dites, la semaine de relâche chez nous. Et demande-leur qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la semaine. Et donc, ça me donnera l'occasion de faire des pourcentages et de pratiquer les pourcentages. Donc, pas trop ouvrir sur les questions personnelles. Et elle lui déconseille donc de mener une activité de présentation, que ce groupe n'est pas prêt à avoir des activités un peu plus informelles. Donc, on voit ici comment il y a aussi négociation dans les interventions à poser, que la formatrice terrain permet ou suggère certains ajustements, mais limite certaines interventions qui pourraient lui permettre d'obtenir certains effets positifs auprès des élèves. Et donc, au terme du stage, la stagiaire considère que le groupe d'élèves est toujours très dissipé, mais ajoute qu'ils sont aussi très attachés à la formatrice terrain par rapport à elle-même. Donc, au terme du stage, la stagiaire n'a pas résolu sa question de comment être juste assez sévère et que ces problèmes de gestion de classe perdurent. Donc ici, on peut se demander quel a été ou quel pourrait être le rôle des formateurs, la formatrice terrain et superviseur, et comment ils évaluent la prestation de la stagiaire et comment ils évaluent sa pratique. Est-ce que c'est en considérant son adaptation aux situations et en l'aidant à résoudre les situations problématiques ou en lui demandant de correspondre à des manifestations de compétences établies ou préconisées par eux-mêmes? Donc, en synthèse, que nous permet de comprendre ces différents exemples et ces différents cadres théoriques, que le concept de pratique réflexive est éclairant pour comprendre les apprentissages que les stagiaires font et de ce qu'ils font et du devenir qu'ils accordent aux interventions qu'ils ont posées en stage, à travers, non pas 2, mais 3 processus, c'est-à-dire le processus de problémation, de résolution et d'appréciation. Ainsi, à la suite de chemin, on peut comprendre que leur pratique, ou la pratique d'enseignement, est marquée par des phénomènes complexes, traversés par des enjeux multiples, voire des conflits de valeurs, comme on l'a vu dans certains exemples. Ainsi, le stagiaire construit la situation, les situations problématiques rencontrées simultanément à leur tentative de résolution, tout en appréciant les effets obtenus que ces interventions lui ont permis d'obtenir. Pour apprécier ces effets multiples, ils ont exprimé recourir à 3 critères de viabilité, donc le critère d'efficacité, le critère de confort, le critère de certitude. Donc, comme formateur, est-on ouvert à accepter, considérer l'emploi, le recours à ces 3 types de critères? En prenant en compte ces 3 processus et ces 3 critères, à mon avis, ça ouvre la voie à plus de possibilités d'accompagnement par les formateurs, à explorer avec les stagiaires leur degré d'accord sur la manière de poser le problème et non seulement d'intervenir, et aussi leur manière d'apprécier les effets obtenus, anticipés ou produits. J'ai trop peu abordé les tensions qui peuvent survenir entre le contexte de travail et leur tentative par les stagiaires de résoudre les situations problématiques et les effets que ça peut produire sur le contexte de formation, soit leur préoccupation à réussir leur stage. Mais on en a un bref aperçu chez la dernière stagiaire quand il y a des accords entre les formateurs et qu'elle se trouve à devoir résoudre par elle-même la manière de cadrer le problème et d'y trouver une solution satisfaisante. Donc, je l'ai toutefois élaboré dans un article
Et ces deux contextes de formation et de travail ne sont pas nécessairement constamment en tension. Parfois, ils sont en complémentarité, parfois, ils sont en fusion. L'un et l'autre permettent de faire des apprentissages et des apprentissages voulus, mais parfois, ils sont en tension et on peut être amené à se questionner sur comment permettre aux stagiaires de rester centré sur son développement et sa capacité à s'adapter aux situations de travail. Que conclure pour l'évaluation des pratiques? Dans mon résumé, je terminais avec une question ou une opposition entre certifier l'acquisition des compétences ou accompagner le stagiaire. À mon avis, ce que permet de penser les résultats obtenus, c'est que ce dilemme reste ouvert. La pratique des formateurs est aussi une pratique marquée par la complexité, traversée par les conflits de valeurs et par les dilemmes. Et donc, ce dilemme de certifier ou d'accompagner reste ouvert et doit être constamment reproblématisé et trouver des manières de faire et d'intervenir ajustées à chacune des situations rencontrées. Alors, à mon avis, ça permet d'ouvrir sur les possibles et donc de se concentrer non seulement sur l'évaluation des gestes des stagiaires, mais aussi de ce qui accompagne ces gestes, c'est-à-dire la façon de cadrer la situation en situation problématique et aux retombées que ces gestes ont eu sur à la fois les élèves, les stagiaires, mais aussi les membres de l'équipe école et les personnes impliquées dans la situation de travail. Alors, j'espère que cette présentation vous aura stimulé et aussi suscité différentes réflexions, que ce soit pour l'évaluation formative en CRIAD ou l'évaluation certificative. Je vous remercie. Merci beaucoup, Annie. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez lui poser? Ou des commentaires, ou des controverses. Est-ce que je peux me permettre? Moi, je vais me demander au niveau méthodologique, comment les questions pour toucher aux enjeux, quand ils laissent faire autre chose, etc. Quel type de questions, comment ils ont été amenés, les stagiaires, à identifier les problèmes vécus, les problèmes qu'ils ont vécus, mais après coup, les problèmes qui ont émergé dans le fond, Oui. ceux qui sont survenus par la suite. Alors, pour la collecte de matériaux de recherche, je procède en différents temps. Donc, bien sûr, dans le cas de la première recherche, il y avait 5 temps tout au long du stage intensif là, sur plusieurs semaines. Et donc, c'était intéressant parce qu'il y avait des temps de rencontres collectives. Donc, les stagiaires se présentaient à eux-mêmes les problèmes qu'ils rencontraient et ce qu'ils avaient expérimenté. Et à 2 temps différents, il y avait des rencontres individuelles, des entrevues individuelles, de type entretien d'explicitation. Et donc, souvent, ils revenaient sur des problèmes qu'ils avaient abordés. Et les effets s'étaient modifiés. Donc, les effets court terme, les effets moyen terme étaient considérés. Donc, le problème avait évolué. Et donc, je pense que c'est le fait qu'il y ait différents temps. Dans la deuxième recherche aussi, il y a eu 2 temps différents. Donc, je parle plutôt au début du stage, après quelques semaines, et un autre temps à la fin du stage, après la fin du stage. Et donc, ça permet, et dans ce cas-là également, parce qu'il y a souvent des problèmes récurrents qui perdurent, qui se modifient, mais qui sont un peu persistants là, tout au long du stage, et des problèmes plus ponctuels là, qui sont résolus. Alors, ça permet aussi d'y revenir si le stagiaire le juge à propos. Merci beaucoup, Annie. Oui, Pierre. Merci Annie pour cette présentation. Alors tu sais, on a investi un peu les critères de l'autre côté de l'océan et on a
une question qui consiste à voir, est-ce que tu penses qu'en termes de développement professionnel, dès la formation, hein, donc la première année de formation jusqu'à l'insertion, on va dire les 5 premières années, est-ce qu'il y aurait une mobilisation différente des critères par les tout débutants qui auraient d'abord besoin de bien faire parce qu'ils ont compris que les formateurs, c'est d'abord ça qu'ils veulent, et puis à partir de quand arriverait potentiellement le critère de confort, ou est-ce qu'on doit les imaginer toujours en interaction? Est-ce que ce sont des dynamiques, des profils étudiants différents qui seraient les plus stressés, mobiliseraient davantage certaines choses, les plus pointilleux seraient d'abord intéressés à être sûrs de bien faire? Est-ce que tu as déjà un peu des résultats là-dessus? Non, je n'ai pas de résultats. Donc, dans les deux cas, c'était des stagiaires finissants, donc au terme. Mais il y a aussi l'enjeu de certification qui est plus important pour eux. Oui, à la fin. Et je n'ai pas de données, de résultats pour éclairer cette question qui est très intéressante par ailleurs, mais j'essaie d'y réfléchir. Et à mon avis, mon hypothèse serait que les 3 critères sont toujours présents. Si j'essaie d'y réfléchir, par exemple, dans un des cours que j'ai de type micro-enseignement, mais qui est un cours typique universitaire, c'est-à-dire qu'on leur impose les stratégies à expérimenter, et donc on rencontre des résistances, et je pense qu'il serait intéressant de comprendre pourquoi ils résistent. Est-ce que c'est un critère de confort? Est-ce que c'est un critère d'efficacité? Bien, ils résistent, mais ils ne l'ont pas encore expérimenté, donc on les invite à l'expérimenter avant de porter un jugement. Et les critères de certitude, je pense qu'on le travaille parce qu'on fait de l'analyse de pratique aussi. Donc, ils sont amenés à discuter entre eux à la fois des effets obtenus et de la manière de justifier. Et donc là, dans le contexte universitaire, on demande de recourir au texte lu pour justifier ou en tout cas faciliter la justification de leur intervention. Mais donc, je pense que les critères de confort, dans ce contexte-là, est probablement plus grand. Donc, ce qui interpelle leur bien-être, ce qui interpelle des éléments plus personnels. Mais donc, pour ce qui est des je ne saurais dire si le point est plus lourd du fait qu'il débute ou qu'il est moins lourd du fait que la certification est plus loin. On a essayé avec un public de première année. D'accord. Et un des critères qui est apparu dans les analyses, en plus, je dirais, des 3 autres, ou alors on peut considérer qu'on pourrait le mettre comme un sous-critère d'efficacité, c'est la facilité d'accès, entre guillemets. C'est les étudiants qui disent j'ai fait ce choix-là parce que c'est le plus facile, entre guillemets. Soit parce que ça prend moins de temps, du genre aller chercher une planification sur Internet plutôt que de faire autre chose. Et donc cette idée de dire il faut que ça soit très vite prêt, accessible, et donc ce critère d'accessibilité, facilité, semblait présent en tout cas pour les tout débutants. Oui, mais alors, je ne sais pas si c'est efficacité ou si c'est confort. Il y a la question oui, moi, donc la notion d'effort ou du temps à investir, ou oui. Mais c'est intéressant à creuser. Oui.